11e et dernier épisode de notre première séquence d'histoire de la classe de 3e consacrée à la séquence intitulée Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale. Et nous allons en terminer en mettant une nouvelle fois en lumière le rôle des femmes dans la Grande Guerre. Au cours de l'épisode précédent, nous avons vu que les femmes n'avaient pas été épargnées par les violences de masse exercées par les militaires. Nous avons vu que les femmes n'étaient pas protégées le moins du monde par leurs conditions féminines et qu'elles avaient été victimes donc de la violence perpétrée par les soldats. Mais aujourd'hui, nous allons tenter de mettre en lumière l'autre aspect du rôle des femmes dans la Grande Guerre. Elles n'ont pas été que victimes, elles ont été aussi des actrices anonymes, souvent invisibles, mais ô combien indispensables pour la survie de la patrie, pour la survie de la population. Et cette première image, qui est une carte postale, je pense, ou un photomontage, illustre ce premier rôle d'acteur de la Grande Guerre, à savoir que malgré l'éloignement du compagnon, du mari, du père, eh bien la vie doit continuer. Et on voit que courageusement, la femme se transforme en chef de famille. Le mot chef de famille, jusque-là, ne s'exerçait qu'au masculin. On ne peut pas véritablement mettre chef au féminin, sauf à rajouter un F et un E, ce qu'on finira par faire. Et bien, tout simplement parce que comme le chef de famille est au front, dans les tranchées, eh bien, la femme, qui n'est pas considérée comme l'égale de l'homme en France, puisque la femme n'a toujours pas le droit de vote, eh bien, la femme se substitue par la force des choses au rôle du mari, et c'est à elle que relève la mission d'inculquer l'éducation aux enfants, parce que la vie doit continuer. De la même manière que c'est la femme qui se retrouve en première ligne du front d'une guerre qui ne dit pas son nom, mais qui est une guerre ô combien vitale, dont la victoire est indispensable. C'est la guerre contre la faim, c'est la guerre contre la famine, parce que en Allemagne, particulièrement victime du blocus naval britannique, mais aussi en Russie, mais aussi dans tous les pays en guerre, se nourrir ses enfants, pour la femme, devient une véritable guerre au quotidien. On voit sur cette photographie une distribution par des infirmières de la Croix-Rouge, je pense, ou par une quelconque association humanitaire. On voit une distribution de soupe populaire dans les rues de Berlin. On voit de nombreux enfants qui se rassemblent autour de cette fameuse soupe populaire, parce que s'il n'y a pas cette distribution, probablement que les enfants n'auront rien à manger, et que pendant la guerre, et particulièrement vers la fin de la guerre, quand le blocus naval britannique a fait sentir ses effets les plus redoutables, on a vu des civils mourir de faim à Berlin et dans toute l'Allemagne. Et pour une mère, pour une femme, c'est le scénario catastrophe, impossible. Il faut nourrir ses enfants, quitte à se prostituer, à voler s'il le faut, ou à travailler dans des conditions infernales pour pouvoir nourrir ses enfants.
moins dramatique, ça a même l'air d'être un peu anecdotique, un peu secondaire, le rôle dévolu aux femmes de tous les pays en guerre, ce rôle de marraine de guerre, qui consiste à écrire à des soldats, pour une femme, à un soldat, ou des soldats d'ailleurs, que l'on ne connaît pas, que l'on n'a jamais vu, que l'on ne rencontrera peut-être d'ailleurs jamais, mais à leur écrire comme s'il était un membre de votre famille, prendre de ses nouvelles, lui remonter le moral, et on a vu que pour les soldats dans les tranchées, le courrier étant bien souvent le seul lien, la seule ligne de vie entre l'arrière et l'horreur des tranchées, eh bien, recevoir une lettre chaque jour ou presque de la part de quelqu'un qui s'inquiète pour vous, qui prend soin de vous, qui vous envoie aussi des nouvelles de l'arrière, qui vous envoie aussi des colis alimentaires, qui vous envoie aussi des vêtements, une écharpe de laine, qui certes ne fait pas partie de l'équipement réglementaire du soldat, mais que l'on tolère dans les tranchées, parce que quand il fait -10 dans une tranchée, il vaut mieux avoir une écharpe tricotée main qui ne soit pas tout à fait raccord avec l'uniforme que mourir de froid. Et donc, pour les soldats du front, ces marraines de guerre ne sont plus des inconnus. Elles deviennent aussi des membres de la famille, et il faut le savoir, parfois ça finit par déboucher sur des mariages. Parce que certaines marraines de guerre d'ailleurs étaient célibataires, et elles ont fini par épouser leur poilu à la fin de la guerre. Ça a pu arriver. Et même si on n'est pas arrivé jusqu'au mariage, parce que ça concerne quand même qu'une infime partie des marraines de guerre, eh bien on peut penser que ces marraines de guerre ont contribué à sauver la vie d'un certain nombre de poilus qui ont trouvé dans cette relation, c'est un peu le réseau social de la guerre, elles ont trouvé dans cette les poilus ont trouvé, les combattants ont trouvé dans cette relation sociale une raison supplémentaire de tout faire pour survivre à la guerre. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'armée française, mais que l'armée allemande, que toutes les armées du monde ont encouragé ce mouvement, parce que finalement, il était bien utile pour permettre aux combattants de trouver une motivation supplémentaire pour poursuivre la guerre. Sans oublier, bien sûr, ce rôle un peu plus classique en temps de guerre, de celles qu'on appelait les vivandières dans les armées napoléoniennes, c'est-à-dire celles qui faisaient la cuisine pour les soldats, mais aussi l'infirmière, et là c'est ce que montre la photo. Ça c'est un rôle traditionnellement réservé à la femme, et je vous ferai remarquer que malgré tout, dans cette société dirigée par les hommes, dans cette guerre qui reste malgré tout officiellement une affaire entre hommes, la femme a un rôle certes indispensable, mais un rôle subalterne. Vous noterez que le médecin militaire est un homme, à gauche avec son brassard à croix rouge sur le bras, et que l'infirmière, elle, est une femme. Rares ont été les médecins femmes à être autorisés à soigner les hommes. Ça a pu arriver quand il y avait une pénurie de médecins, mais n'inversons pas les rôles. La femme a un rôle essentiel, mais secondaire malgré tout. Mais néanmoins, que de courage demander aux femmes pour soigner les blessures, souvent épouvantables, des poilus rapatriés en urgence du front pour être soignés dans les hôpitaux. Et ça aussi, ça fait partie du combat des femmes dans la Grande Guerre. Mais dans d'autres secteurs d'activité, notamment dans les transports, mais dans tous les secteurs de la vie quotidienne, puisque les hommes
sont réquisitionnés pour partir au front, eh bien la femme va finir par s'imposer parce que de toute façon il n'y a pas le choix. Si on veut que les tramways à Paris continuent à rouler, eh bien, comme les chauffeurs mécaniciens sont au front pour la plupart, eh bien il va falloir faire appel aux femmes. Et pour les femmes, on dit bien qu'à toute chose malheur est bon. Pour les femmes, la Première Guerre mondiale va être l'occasion de montrer aux hommes qu'elles peuvent faire aussi bien que les hommes, pour ne pas dire mieux. Et ça aura d'ailleurs des conséquences par la suite, parce qu'après la guerre, les femmes vont, pour un certain nombre d'entre elles, avoir beaucoup de mal à retourner à leur cuisine, juste à changer les couches des gamins. Certaines vont vouloir l'égalité homme-femme dans tous les domaines, à commencer par le droit de vote. Et c'est naturel d'ailleurs. Et les femmes sont partout, au travail, dans un pays qui reste majoritairement rural, de peu, mais qui reste encore majoritairement rural. Les femmes sont naturellement présentes au travail en ville, mais elles sont aussi et surtout présentes au travail à la campagne. Vous avez ici, sous les yeux, sur cette diapo, une affiche en couleur très célèbre, qui est une affiche américaine, comme le montre le petit logo représentant le drapeau américain incrusté dans l'affiche, en dessous de Save Wheat, économiser le blé, économiser les céréales. Will you help the women of France? Viendrez-vous en aide aux femmes de France? Elles se battent chaque jour pour éviter la famine et pour essayer de nourrir non seulement elles-mêmes, mais aussi leurs enfants, mais aussi leurs maris et leurs fils qui sont en train de se battre dans les tranchées. Et cette association américaine veut collecter de l'argent ou tout simplement collecter de la nourriture pour l'envoyer en France pour participer au combat alimentaire. Parce que, je vous l'ai dit, il faut nourrir les enfants, mais pour nourrir les enfants, et aussi les maris, il faut produire. Et comme le producteur habituel, l'agriculteur, encore une fois, il est au fond de sa tranchée, et bien comme le blé ne va pas pousser tout seul, la femme va être obligée de remplacer le mari. Et le remplacer dans de bien plus mauvaises conditions qu'avant-guerre. Parce qu'avant-guerre, la charrue, elle était tirée par des bœufs ou par des chevaux. Mais comme l'armée aura réquisitionné les chevaux ou les bœufs pour les envoyer en première ligne pour nourrir les soldats, et oui, parce que il en faut de la viande hein, pour nourrir des millions de soldats en uniforme, eh bien les femmes sont obligées de tirer la charrue, de se transformer en bête de somme, de tirer elles-mêmes la charrue. Elles sont obligées d'ailleurs de travailler ensemble, la mère, la belle-fille, toutes générations confondues, de se venir en aide entre voisines, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, sinon on meurt de faim. Ou pire encore, les enfants meurent de faim. Et l'artiste qui a réalisé cette affiche s'est servi d'une photographie très célèbre que je vous ai mis en incrustation, hein, et nous retrouvons notre trio de femmes françaises en train de tirer courageusement la charrue afin de faire pousser la nourriture essentielle à la survie du pays, d'autant plus essentielle que, je vous le rappelle, les Allemands en particulier, dans le cas des Françaises, les Allemands avec leurs sous-marins ont la fâcheuse tendance à torpiller les navires qui se dirigent vers les ports français, et donc le ravitaillement alimentaire, les céréales américaines notamment, arrivent beaucoup plus rarement dans les ports français.
Donc ce qu'on ne peut plus acheter à l'étranger, ce qu'on ne peut plus faire venir, ben, il faut le produire sur place, on n'a pas le choix. Mais bien entendu, si l'on ne devait retenir qu'une seule idée associée au combat des femmes dans la Grande Guerre, ben, ça serait probablement cette image des fameuses munitionnettes, des femmes qui travaillent dans des ateliers, dans des usines, et qui travaillent à fabriquer des obus. Alors, des femmes ouvrières, il n'a pas fallu attendre 1914 pour voir des femmes travailler dans des usines. Dès l'âge industriel, au XIXe siècle, dans la seconde moitié du XIXe siècle, les industries textiles en particulier ont fait appel à une main-d'œuvre féminine. D'autant plus volontiers d'ailleurs que comme les femmes étaient payées beaucoup moins cher que les hommes, c'était évidemment très intéressant pour un industriel d'embaucher des femmes. Les femmes étant plus soigneuses, plus habiles de leurs mains, ayant peut-être aussi moins tendance à se plaindre que les hommes sur leurs conditions de travail ou de salaire, les femmes travaillaient dans les usines avant-guerre. Mais elles ne travaillaient pas dans les secteurs réservés traditionnellement aux hommes, comme la mécanique, la carrosserie, la métallurgie et bien entendu la fabrication des munitions. C'était le rôle des hommes. Mais là encore, la plupart des hommes sont partis au front. On n'a pas envoyé tous les hommes, parce que les hommes qui possèdent un savoir-faire quasi irremplaçable, les techniciens les plus spécialisés, ont été maintenus à leur poste, parce qu'ils finalement ils étaient plus utiles sur leur lieu de travail à l'arrière qu'aller se faire tuer bêtement au front. Les agriculteurs n'ont pas eu cette chance. Les agriculteurs étaient considérés comme des gens finalement au savoir-faire parfaitement remplaçables. Ce sont les agriculteurs qui ont servi pour l'essentiel de gros des troupes devenues chair à canon dans les tranchées. Donc sur cette photographie on voit des hommes, mais ce sont souvent aussi des hommes trop âgés pour aller au front. Ce sont les contremaîtres qui surveillent le travail des femmes. Et on voit bien que ce sont les femmes qui font tout le travail. 400 000 munitionnettes en 1918. Et oui, il n'y avait pas le choix. Dans tous les métiers possibles. Vérificatrice, calibreuse d'obus, forgeronne, c'est-à-dire des métiers dont on n'aurait jamais pu penser que c'était aux femmes de le faire. Mais là, encore une fois, il n'y a pas le choix. Fabriquer des munitions à longueur de journée, c'est un travail qui est dur, pénible, d'autant plus répétitif que les journées de travail peuvent atteindre les 12 à 14 heures par jour, avec des heures supplémentaires qui ne sont jamais payées. Et comment aller oser réclamer des heures sup alors que l'on travaille pour la patrie, alors que l'on travaille pour la défense de la France, alors que l'on travaille pour la victoire. Et comme c'est un travail malgré tout peu qualifié, les femmes sont très mal payées, naturellement. Et elles sont même payées bien en dessous du salaire équivalent pour le même travail accordé aux hommes. Juste parce que les femmes sont des femmes. On estime que au début de la guerre, les premières munitionnettes ne touchaient que la moitié du salaire des hommes. Et avec l'augmentation du coût de la vie pendant la guerre, eh bien, la valeur du salaire des femmes à la fin de la guerre est tombée au quart seulement de celui des hommes. Et tout cela pour manipuler des produits toxiques, dangereux. Bien entendu, on ne fume pas dans un atelier de munitions, parce qu'on pourrait bien faire sauter l'usine. Un travail qui demande une grande rigueur, parce qu'un obus mal usiné, c'est un obus qui va exploser dans le canon et qui va tuer les servants. Donc on a une responsabilité très importante quand on fabrique des obus pour l'armée française. Et c'est un travail éreintant, parce qu'on a pu calculer qu'une ouvrière, au bout de sa journée,
elle a pu manipuler, pas en même temps heureusement, mais jusqu'à 35 tonnes d'obus. Et même au bout d'1 an de travail, une munitionnette peut avoir manutentionné jusqu'à 7000 tonnes d'obus. Ici, ça doit être des obus de 75, le fameux canon de 75 français, donc un obus d'un diamètre de 7,5 cm. Et comme le dira un témoin journaliste qui s'est fait embaucher comme munitionnette pour pouvoir faire un article de fond sur le sujet, il faut avoir faim pour faire ce métier, ou alors il faut aussi avoir des enfants qui ont faim pour faire ce métier. Actrices majeures de la guerre, les femmes vont l'être jusqu'au bout et vont finir par oser défendre leurs droits face à cette injustice flagrante qui consiste à faire travailler les femmes comme les hommes, peut-être davantage encore que les hommes, mais pour un salaire bien inférieur à celui de l'homme. Et Paris, mais aussi les usines de toutes les grandes villes de France, vont connaître une série de grèves, toujours au cours de l'année 1917, c'est-à-dire à peu près au même moment que les hommes dans les tranchées menaient à bien leur mouvement de mutinerie. Eh bien, le ras-le-bol à l'arrière s'exprime aussi, notamment chez les femmes, qui ont assez de se faire exploiter pour les beaux yeux de la patrie, et en particulier les midinettes. Alors ces jeunes femmes qui ne travaillent pas à fabriquer des obus, mais qui travaillent tout de même pour l'armée française et qui cousent à longueur de journée des uniformes, et qui pour la plupart étaient embauchées avant-guerre par les industries de luxe du textile, les grands couturiers, eh bien celles qu'on appelle les midinettes, parce qu'à midi, elles déjeunaient sur le pouce, parce que les journées étaient tellement longues qu'on ne prenait pas le temps de faire des vrais repas, et puis de toute façon, vu leur salaire, elles ne risquaient pas d'aller au restaurant. Donc elles déjeunaient sur le pouce, sur un banc, d'un cornet de frites, voilà, donc on les appelait les midinettes. Et bien ces midinettes vont faire la grève de l'aiguille et du dé à coudre de mai à juillet 1917. Alors évidemment ça va être très mal vu parce qu'elles vont même être accusées de trahir la patrie, mais elles vont obtenir gain de cause, et leurs cousines les munitionnettes aussi, et elles vont obtenir une augmentation de salaire qui peut paraître dérisoire, pour l'époque, même pour l'époque, d'1 franc par jour, mais ça va leur permettre de mieux nourrir leurs enfants. Et elles vont aussi obtenir le principe de la semaine anglaise, c'est-à-dire ce que nous on appelle le week-end, c'est-à-dire à l'époque un jour et demi non travaillé. Autrement dit, le samedi après-midi et le dimanche au repos. Et quand on travaille 12-14 heures par jour, pendant 5 jours, eh bien, un jour et demi de repos, c'est pas du luxe. Donc les femmes sont des combattantes jusqu'au bout, et elles se battent aussi pour défendre leur intérêt d'une manière, on peut le considérer, très légitime. Alors, on en arrive à l'exercice du jour. Et justement, après avoir abordé les deux pans, les deux volets de notre sujet, la femme à la fois actrice de la guerre, mais aussi la femme victime de la guerre, c'est la même, les deux thèmes sont imbriqués l'un dans l'autre, eh bien, je vais vous proposer d'essayer de distinguer ce qui relève de la femme actrice de la guerre, en vert, et ce qui relève de la femme victime de la guerre, en rouge. Voilà, je vous laisse y réfléchir, c'est pas très difficile. Donc voilà le corrigé, je vous en laisse la découverte. Je ne le relis pas intégralement afin de ne pas faire une vidéo trop longue. Mettez sur pause le cas échéant.
J'espère aussi ne pas d'ailleurs avoir fait d'erreur, parce que c'est tellement facile de mettre un bloc rouge à la place d'un bloc vert, mais normalement ça doit être bon. Et on voit que malgré tout, la femme est davantage victime qu'actrice de la guerre. Mais elle est quand même les deux. Voilà la deuxième partie de la leçon, qui va clore notre séance, mais aussi donc la séquence. Les femmes, actrices essentielles de la guerre. Reconnues par la force des choses comme le chef de famille, seules pour élever les enfants, les femmes remplacent partout les hommes mobilisés. Agricultrices dans les champs, ouvrières d'usine, conductrices de tramway, infirmières dans les hôpitaux militaires de campagne, elles assurent la survie quotidienne du pays. Marraines de guerre, elles constituent le seul lien avec l'arrière pour de nombreux soldats. Midinettes et munitionnettes travaillent très dur, jusqu'à 12 heures par jour, parfois plus, pour un salaire inférieur d'un quart, parfois moins, à celui des hommes. Les grèves de l'année 1917 leur permettent d'améliorer un peu leur sort.